Derrière l'objectif. Derrière l'objectif. On avance vers Samos et là on se fait raisonner par un bateau grec. Et là les Grecs commencent à être assez menaçants, nous font monter sur leur bateau, frappent une des personnes, fouillent son sac, nous font mettre les mains sur la tête, accroupis, nous font bien comprendre qu'on ne devrait pas être là. Donc ils nous remettent sur le bateau, on réalise même pas en montant sur le bateau qu'il n'y a plus le moteur. Et j'ai cette image de ce bateau qui part, on est en Welcome to Chris et il se barre. Récompensé à de nombreuses reprises pour son travail documentaire et photojournalistique, Olivier Jobard, de l'agence Myop, a orienté son travail autour des questions migratoires. De Kingsley, accompagné en 2004 dans son périple clandestin depuis le Cameroun, à Lukman à travers les montagnes iraniennes, ou encore Monsieur et Madame Zhang qui subissent une intégration ratée, Olivier Jobard s'attache à individualiser la migration. Code Choc sur la route des migrants, livre co-signé avec Claire Billet paru en 2015 chez Robert Laffont, est le récit exceptionnel de 5 jeunes Afghans sur le chemin de l'exil de Kaboul à Paris. Un long périple qu'Olivier Jobard a accepté de partager. Nous sommes en 2013, en Afghanistan. On part de Kaboul, oui, la ville en fait où j'ai rencontré Fawad et 4 autres jeunes Afghans qui décident de prendre la route pour se rendre en Europe. Je suis déjà allé en Afghanistan plusieurs fois, ouais. Je suis allé en 99, à l'époque des talibans. Je suis allé dans la vallée du Panchir avec le commandant Massoud. Donc c'est un pays que je connais un peu, pas mal, mais je n'étais pas retourné depuis 2002. Donc ça fait 10 ans que je n'étais pas retourné, on est en 2013. Changement de plan. Une nouvelle stratégie de retrait est adoptée en Afghanistan. Les États-Unis passeront le relais aux forces afghanes dans les mois à venir. À partir du printemps, nos soldats auront une mission différente. Entraîner, conseiller et assister les forces afghanes. Ce sera un moment historique et une nouvelle étape vers une souveraineté pleine et entière pour l'Afghanistan. Beaucoup d'Afghans craignent un retour de la guerre civile après le départ des troupes étrangères l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Ça m'étonnerait que l'Afghanistan connaisse un jour la paix. On n'a pas vraiment envie de partir, mais on n'a pas le choix. Il n'y a rien pour nous dans ce pays. Selon les Nations Unies, un tiers des réfugiés dans le monde sont afghans. Un contingent qui devrait encore augmenter. Les 12 ans de présence de la coalition n'y ont rien changé. La jeunesse afghane ne croit plus en l'avenir de son pays. Ce flux migratoire ne va jamais s'arrêter. Pour la plupart des migrants renvoyés ici en Afghanistan, l'Iran n'est qu'une première étape vers la Turquie et ensuite l'Europe. Il y a beaucoup d'échauffourées entre les talibans et les armées américaines et françaises. Certains Afghans coopèrent avec l'armée parce que c'est du travail. C'est le cas de Fawad, qui convoie en fait de l'essence pour l'armée américaine via une compagnie afghane et qui me dit qu'ils se sont menacés par les talibans du fait d'avoir travaillé pour les étrangers. C'est une des 5 personnes que je suis. Il y a Lukman, il y a Raiber, le frère de Fawad, il y a Jawid et il y a Rouhani. Alors 2 cousins, Rouhani et Jawid, sont des ex-talibans qui ont eu des problèmes personnels avec leur commandant, qui ont décidé de quitter le mouvement et qui du coup se sentent pour le coup réellement directement menacés puisqu'ils ont fait désertion. Raiber me dit que c'est pour la même raison que son frère Fawad. Ils ont travaillé ensemble dans cette compagnie qui ont convoyé de l'essence. Lukman est aussi un autre jeune Afghan qui se joint à notre groupe et qui en fait vit déjà au Pakistan parce qu'il est victime d'une vendetta plutôt territoriale entre 2 clans ennemis. S'il rentre en Afghanistan, il risque sa vie.
Donc ça a duré 6 mois au total. Alors j'ai pas du tout passé 6 mois avec eux, j'ai passé quelques mois, mais entre le départ de Kaboul qui était au mois de mars et l'arrivée en août, il y a eu 6 mois qui se sont écoulés. Chacun paye pas directement, par le biais d'une personne de confiance qui reste en Afghanistan et qui paye au fur et à mesure de l'avancée de la route. Chacun part sans un sou en fait sur lui, de manière à ne pas se faire racketter sur place par les différents groupes. Le passeur de Kaboul organise le passage entre les différentes étapes du voyage. Départ, on prend la route, on se dirige vers le Pakistan, le Khyber Pass, que l'on passe clandestinement. C'est une route qui dure une dizaine d'heures, une route en terre. On était dans un bus, pas mal de convois américains, donc c'est assez dangereux, il faut les doubler, il faut rester à distance d'eux parce qu'il y a toujours des attaques en fait sur les convois américains faits par les talibans, donc c'est une route qui est un peu dangereuse. On s'arrête une première nuit côté afghan au Khyber Pass parce que la frontière est fermée. On passe la nuit dans une petite chaïrana juste avant de passer la frontière. Et au petit matin, on passe tous la frontière en la détournant clandestinement pour ne pas faire tamponner le visa et parce que les Afghans n'ont pas légalement la possibilité de sortir pour aller au Pakistan. Claire et moi, on retourne à Kaboul. De là, on prend un vol pour Jalalabad et on les retrouve à Peshawar 2-3 jours après. Peshawar, on prend des bus puis un train pour traverser le Pakistan. D'abord Lahore, ensuite Karachi. À Karachi, ce sont des bus qui les emmènent à la frontière du Baloutchistan. Là, on les perd. Et on décide de ne pas prendre la route avec eux parce que c'est une zone qui est compliquée, très contrôlée. Et donc, on les laisse franchir les montagnes et le désert du Baloutchistan sans nous. Ils entrent illégalement en Iran par le Baloutchistan. Nous, on entre illégalement en Iran par la Turquie et on les retrouve à Urumia. Il se passe un mois. Le passeur à Kaboul, le passeur afghan, nous dit on ne peut absolument pas dire que vous êtes journaliste. Chaque migrant, de toute façon, a une histoire bien particulière qui ne tient pas forcément debout, mais que chacun s'efforce d'entendre et de croire pour pas finalement poser d'autres questions. Et donc les 5 jeunes que l'on suivait étaient au courant de cette histoire. Et donc on avait dit que Claire était la mère de Luqman, donc d'un des jeunes que nous suivions, qu'elle avait abandonné parce qu'elle suivait les talibans, sachant que Luqman est un Afghan comme tout bon Afghan qui n'a jamais serré dans ses bras personne d'autre que sa mère ou que sa sœur ou que sa cousine. Et donc connaissait un petit peu Claire, mais voilà, il a fallu qu'il fasse preuve de beaucoup d'imagination pour recréer ces retrouvailles. Moi, j'étais parti quelques années auparavant. J'étais un paché du Nouristan, donc j'avais fui le régime des communistes. Et les pachés du Nouristan ne parlent pas justement le dari. C'est un dialecte qu'on ne parle que là-bas, ce qui explique que je ne parle pas le dari, puisque contrairement à Claire, je ne le parle pas. Et donc je pouvais parler en français à Claire, puisqu'on s'est tous les deux rencontrés en France, que j'étais son mari, et que nous revenions chercher son fils qu'elle avait abandonné. Et c'est la raison pour laquelle nous voulions absolument, vis-à-vis du passeur iranien, rentrer en Iran pour faire une partie du voyage avec lui et pouvoir documenter pour qu'il puisse avoir ses papiers en France, ce passage-là qui était un passage très difficile. Moi, je m'étais un peu grimé, je m'étais fait pousser la barbe, teint les cheveux, teint la barbe. Le passeur iranien était un peu curieux, il me demandait pourquoi est-ce que je prenais autant de risques pour mon beau-fils. Je lui ai dit que j'accompagnais ma femme, que c'est normal, je voulais pas qu'elle soit en danger seule, voilà, et c'est passé un peu comme ça. Chacun a une version qui est la sienne, et qui est pas forcément toujours cohérente, mais qui fonctionne parce qu'il faut bien croire quelque chose et donc chacun fuit pour une raison qui lui est propre. Et je pense que le passeur avait entendu des histoires qui étaient pas plus cohérentes que la nôtre.
trouvé Lukman à Urumia, donc côté Kurdistan iranien. On passe la frontière à pied pour aller en Turquie, ce qui prend quelques jours. Puis en Turquie, on arrive à Istanbul. Enfin, je vous passe un petit peu les détails parce que la route est longue, il y a des bus, il y a des arrestations, et puis il y a une prochaine étape qui est traverser la mer Égée, donc qui est un petit peu complexe parce qu'il faut, pareil, que ce soit organisé par le passeur qui est toujours à Kaboul, qui nous garde dans une maison en plein milieu d'Istanbul et qui nous fait attendre près d'1 mois le temps d'organiser le passage de la mer Égée. Donc un jour, ils décident de nous faire partir. Donc on prend des minivans pour aller sur la côte. Et donc on arrive à Kuşadası. Donc les passeurs nous mettent dans un champ d'oliviers. Ils nous disent on va chercher le bateau, on vient vous rechercher en pleine nuit, tenez-vous prêts. Et puis en fait, ils sont jamais venus. Donc au petit matin, ce sont les flics qui ont débarqué dans le champ, qui nous ont pourchassés. Là, on s'est enfuis, on s'est tous enfuis en courant. Donc, j'ai des images de Fawad, Lukman, Raiber, Jawid qui partent en courant et nous on court avec eux. Et donc, on se fait pas attraper. Les seuls qui se font attraper sont une famille avec des enfants. En fait, ils étaient que 3 policiers turcs. Et là, on se regroupe. Je sais plus, dans une ville qui est pas très loin, et là on rappelle le passeur à Kaboul en expliquant que ce n'est absolument pas du tout sérieux. Le passeur nous dit d'attendre, je me souviens, dans une gare routière, alors je sais plus où c'était, mais dans le coin. On reprend un bus pour se retrouver dans cette gare routière, et là effectivement, quelques heures après, un Turc vient nous chercher avec un minivan et nous ramène dans un terrain vague près de la mer où on attend encore. Au milieu de la nuit, il nous rapproche vraiment, on se rapproche des côtes, et là c'était assez rigolo parce qu'on était cachés dans des herbes assez hautes et on entendait la musique. En fait, on était près d'un hôtel all inclusive avec la boîte de nuit qui était à tue-tête et les gens qui allaient se baigner sur la plage, et donc c'est de là qui voulaient nous faire partir. Et donc on a passé plusieurs heures à attendre. Et à un moment, ils gonflent le bateau, paf, ils mettent le moteur en marche. Ils nous font avancer dans le bateau. Et là, c'est un des jeunes, qui n'est pas de notre groupe des 5, mais on se retrouve à, je pense, une 15-20 dans le bateau. Et c'est un des jeunes qui prend la barre pour aller à Samos, qui n'était pas très loin, on le voyait à l'œil nu. Donc c'était vraiment des traversées qui sont... La mer était très calme, la mer était plate. Vraiment, il n'y avait aucun danger. Et donc on avance vers Samos, et là on se fait raisonner par un bateau grec. Donc tout le monde est soulagé en disant enfin on arrive, super. Et là les Grecs commencent à être assez menaçants, nous font monter sur leur bateau, frappent une des personnes, fouillent son sac, nous font mettre les mains sur la tête, accroupis, nous font bien comprendre qu'on ne devrait pas être là. Et puis ils nous disent il va y avoir un bateau qui va venir vous chercher. Nous on gère la zone. Donc là on était sur leur bateau qui naviguait. Et on ne réalise absolument pas qu'on perd le sens de l'orientation dans ces cas-là. On était à la fois impressionné et à la fois on était censé avoir les mains en l'air et la tête vers le bas. Donc personne ne réalise qu'en fait ils nous remettent du côté des eaux territoriales turques. Et là ils nous disent remettez dans votre bateau, et c'est un bateau maintenant blanc qui va venir vous chercher pour vous emmener sur l'île de Samos, vous inquiétez pas, et ils partent. Donc ils nous remettent sur le bateau, on réalise même pas en montant sur le bateau qu'il n'y a plus le moteur. Et j'ai cette image de ce bateau qui part, on est en Welcome to Greece et il se barre. Et c'est là qu'on réalise qu'on est sans moteur sur le bateau. La mer se lève un peu
pas la grosse tempête, mais le fait de ne plus avoir de moteur, on était assez nombreux sur le bateau, qui a amorcé, on commence à sentir qu'on est sur un bateau et que le bateau n'est pas forcément stable. Donc les gens commencent à s'inquiéter, à paniquer. Là, effectivement, au bout d'une heure, il y a un bateau blanc qui arrive, et c'est un bateau turc. Donc en fait, il nous avait, ce qui confirme ce qu'on pensait, c'est qu'il nous avait mis de l'autre côté. Et donc le bateau turc, pareil, résonne, nous font monter sur leur bateau. Ils vérifient l'identité de tout le monde est descendu à quai. Ils vérifient notre identité à Claire et à moi. En Turquie, on avait nos passeports. Donc un des soldats prend nos passeports, là il nous traite, il voit qu'on est français, il vérifie nos identités, il vérifie qu'on est bien journaliste, il n'y a pas trop de soucis. Si c'était qu'on est interdit de territoire pendant 3 mois et expulsé. Au bout de quelques jours, il nous emmène, on était donc à Kuşadası, je ne sais plus si c'est l'aéroport de Kuşadası jusqu'à Istanbul, et qui de Istanbul nous emmène vraiment dans l'avion en partant sur Paris, mais ils accompagnent jusqu'à la porte de l'avion pour être sûr qu'on quitte bien le territoire. Là-dessus, Raiber, Rouhani et Jawid sont aussi expulsés en Afghanistan. Et Lukman et Fawad, qui se disent mineurs, enfin qui prétendent être mineurs, ils disent qu'ils sont mineurs, sont mis dans un centre semi-ouvert, arrivent à s'échapper et donc arrivent à rester en Turquie. Claire et moi, on re-rentre illégalement en Turquie, en fait, la semaine d'après, et on retrouve facilement Lukman et Fawad pour, on espère, faire la traversée. Puis en fait, ça se complique. En fait, le passeur à Kaboul avait son frère à Istanbul qui nous gardait dans la maison. On était gardés, c'était un de ses frères qui gérait cette maison. Il nous dit qu'on ne va pas passer par la Grèce, mais directement par l'Italie, et que là, c'est plus du tout le même business. C'est plus cher et que c'est pas un petit bateau Zodiac, mais que ça va être un voilier, et que donc c'était des Ukrainiens qui géraient ça, et que c'était des gens vraiment sérieux, et qu'on n'avait pas du tout intérêt à se faire remarquer comme journaliste, parce que au mieux ils cassaient notre matériel, mais au pire on passait directement à la bagne, quoi. Et du coup ça devenait dangereux. On avait déjà fait des images sur le premier bateau. On a décidé avec la boîte de prod de ne pas prendre ce risque supplémentaire et de les attendre de l'autre côté. Quand ils étaient prêts à partir, on était allé en Italie, et on les a retrouvés en Italie le lendemain de leur arrivée. Ils nous ont appelés dès qu'ils sont arrivés, c'était à Pozzali ou Pozzalo, dans le sud de la Sicile. Et nous, on était au nord de la Sicile la veille, on savait qu'ils arrivaient dans cette zone-là. Et là, on les a retrouvés, et on a après refait une partie avec eux en bus, en train. On a repassé la frontière entre l'Italie et la France par Menton, clandestinement. Et puis, on a repris un train entre Nice et Paris jusqu'à Paris. Alors sur le dernier tronçon du voyage, en fait l'arrivée sur Paris, on se retrouve dans un wagon de train avec une colonie de vacances, en fait, de jeunes qui remontaient sur Paris, mais là en l'occurrence on était assis à une table avec des jeunes filles qui venaient de Lille, et elles se mettent à jouer au Milborn et à parler à Lukman. Elle parlait très très mal anglais, et Lukman, qui avait été éduqué au Pakistan, parlait très bien anglais. Elle s'imaginait que c'était un Anglais qui rentrait chez lui, qui avait aussi passé ses vacances sur la Côte d'Azur. Et Lukman, qui n'avait jamais parlé à une femme en dehors de sa mère, de ses sœurs, de sa tante, éventuellement de Claire, qui était censée être sa mère depuis quelques semaines, c'était le rêve absolu, quoi. J'ai des photos où il a un regard, il hallucine, quoi. Qu'une femme en manche courte de son âge lui propose de jouer au Milborn, il était au paradis, quoi. Et c'était mignon aussi. Du coup, s'est arrêté à Paris. Il avait un cousin qui habitait là. Il parle maintenant très bien français. Il a même réussi à continuer ses études. Enfin, il se débrouille vraiment très bien. Fawad, lui, avait un frère qui était déjà en Allemagne, donc il a plutôt voulu aller en Allemagne.
Il a passé quelque temps dans un camp à Lebar, un camp avec beaucoup d'Afghans, beaucoup de migrants. Il a tendu ses papiers, il a fait sa demande d'asile. Donc Luqman a eu sa demande d'asile acceptée par la France. Fawad, au bout de 6 mois, il a fini par avoir ses papiers. Donc on est retourné le voir parce qu'on avait créé des liens assez forts. Là, un jour, en débarquant, il me dit « Écoute Olivier, il parlait aussi à Claire, il faut vraiment que je vous dise quelque chose, j'ai trop honte vis-à-vis de vous, je vous ai menti et je me sens honteux de vous recevoir chez moi comme ça sans que vous connaissiez la vérité, il faut que je vous avoue quelque chose. » J'ai pas du tout fui parce que j'étais menacé par les talibans. J'ai effectivement travaillé, convoyé de l'essence pour l'armée américaine, mais je ne crois pas que les talibans le sachent et je ne crois pas être vraiment en danger. Par contre, je suis follement amoureux de ma voisine. J'étais parti à Dubaï pour travailler, ramener de l'argent pour pouvoir payer sa dot. Et pendant cette année d'absence à Dubaï, en fait, quand je suis rentré, j'ai appris qu'elle était mariée. Elle avait été mariée à un autre homme. Et ça a été une telle douleur, j'avais tellement honte, j'angoissais tellement à l'idée de pouvoir la croiser dans la rue. Je vivais tellement d'amour pour elle, je suis toujours tellement amoureux d'elle que je ne crois pas que je pourrais un jour retomber amoureux, tellement je l'aime. Et du coup, j'ai fui de peur et de honte de la croiser un jour, de savoir qu'elle habitait à côté de moi, c'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu en Europe et que j'ai fui. J'étais extrêmement touché par l'honnêteté, par cette confiance qu'il me faisait. Je trouvais que c'était une marque d'amitié importante et j'étais assez heureux qu'il me raconte ça tel quel, quoi. Donc ça ne fait pas vraiment des photos, c'est pas une photo, mais c'est un beau souvenir en tout cas. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.